On avait surnommé cette fourgonnette le cas désespéré, après que 3 mécaniciens chevronnés en eurent ri et l'eurent déclaré irréparable. Abandonné pendant 7 ans, son moteur condamné, jusqu'à ce qu'une mécanicienne décide d'y jeter un œil, là où personne n'avait voulu. « Vous allez perdre votre argent, c'est un bloc moteur fissuré !» se moquait-il. Mais quand elle tourna la clé pour la première fois, quelque chose ne collait pas, et ce qu'elle découvrit laissa tout le monde sans voix. Mes chers amis, vous devez connaître l'histoire de ce véhicule utilitaire que la ville de Montargis considérait comme définitivement hors d'état de marche. Et attention, je ne parle pas de jugement de comptoir, non, vous voyez. Il s'agissait de 3 mécaniciens respectés, des hommes avec des décennies d'expérience, qui avaient prononcé leur verdict, ce Peugeot 504. Utilitaire beige sable, était bel et bien mort et enterré. Le Peugeot 504 utilitaire Custom Luxe de 1989 était là, garé sur un terrain vague à côté de la gare routière, depuis 7 années complètes. 7 ans, mes amis, couverts d'une bâche noire, que le temps et le soleil avaient déchiré en tant d'endroits qu'elle ne protégeait plus rien. La pluie s'infiltrait par ces trous, formant des flaques d'eau couleur rouille sur le plancher en tôle. Et tous ceux qui passaient par là connaissaient déjà l'histoire de cette fourgonnette abandonnée, comme on connaît l'histoire d'un parent éloigné que personne ne visite plus. Le véhicule avait appartenu à feu Sébastien Fournier, un agriculteur de la région décédé d'une crise cardiaque subite en 2016. Et depuis lors, sa veuve, Madame Marisa, une dame aux cheveux gris toujours attachée en un chignon bas, avait tout tenté pour vendre cette machine. Elle avait mis une annonce dans le journal local, demandé à son gendre de faire passer le mot au syndicat agricole, et avait même laissé une affiche dans la fenêtre de la fourgonnette avec son numéro de téléphone, écrite en grosses lettres capitales. Mais savez-vous ce qui se passait? Personne ne voulait l'acheter. Et ce n'était pas faute d'intéressés, non, car un 504 utilitaire de cette époque, même usé, avait encore de la valeur pour qui avait besoin d'un véhicule de charge robuste. Le problème était autre, bien plus sérieux. 3 mécaniciens différents avaient examiné ce moteur, 3 professionnels que la ville entière respectait. Le premier fut Antoine du Centre Pièces Auto, qui avait un garage sur l'avenue principale et était considéré comme le meilleur de la région pour les moteurs diesel. Il passa 15 minutes à regarder, secoua la tête et dit « Bloc moteur fissuré, Madame Marisa, il n'y a rien à faire ». La veuve, toujours incrédule, y emmena un deuxième mécanicien. Raymond, qui travaillait avec des poids lourds depuis 30 ans et connaissait les moteurs Perkins comme sa poche, rendit la même sentence. Fissure dans le bloc. La réparation coûtera plus cher que la fourgonnette elle-même. Et lorsqu'un 3e professionnel venu de Pithiviers confirma le diagnostic fatal, Madame Marisa accepta finalement qu'elle essayait de vendre un problème de 2,5 tonnes. Car, voyez-vous, mes amis, un bloc moteur fissuré est une affaire sérieuse. Le bloc est le cœur de la machine, cette pièce massive en fonte où tout se passe, où les pistons montent et descendent, où l'explosion du diesel génère la force qui fait tourner les roues. Quand le bloc se fissure, c'est comme si la structure de la maison se fissurait en son milieu. Techniquement, on peut le réparer, mais le coût est astronomique. Il faut une soudure spéciale, un traitement thermique, parfois même remplacer le bloc entier, et au final, vous avez dépensé le prix de 3 fourgonnettes d'occasion pour en sauver une. C'est ainsi que le 504 utilitaire devint une légende urbaine à Montargis. La fourgonnette de Sébastien, disait-on dans les conversations, « Celle-là est morte, mon ami. 3 mécaniciens l'ont confirmé. Et maintenant, faites attention, car c'est ici que notre histoire commence réellement. » Marine Dubois avait 37 ans, et une histoire que la moitié des femmes de la ville enviait, et l'autre moitié ne comprenait pas. Elle s'était formée en ingénierie mécanique à l'école d'ingénieurs en mécanique de Clermont-Ferrand. Ce n'était pas une simple formation technique, non. C'était une véritable école d'ingénieurs, avec calcul différentiel, résistance des matériaux, toute cette lourde mathématique qui donne mal à la tête.
Après son diplôme, Marine avait trouvé un emploi dans une usine de pièces automobiles à Cournon d'Auvergne, bien rémunérée, avec un plan de carrière, cette vie d'ingénieur dont ses parents avaient tant rêvé. Mais vint alors la crise économique. L'usine ferma ses portes du jour au lendemain. Et Marine se retrouva de retour à Montargis avec une valise de vêtements et un diplôme, dont la petite ville ne savait pas trop quoi faire. Elle aurait pu chercher un emploi à Paris, elle aurait pu envoyer son CV aux constructeurs automobiles de la zone industrielle lyonnaise. Mais Marine avait un rêve un peu tenace. Elle voulait travailler de ses mains, pas seulement de sa tête. Elle voulait sentir l'odeur du gazole. Elle voulait entendre le grondement d'un moteur bien réglé. Elle voulait cette satisfaction de voir une machine qui ne fonctionnait plus revenir à la vie. Alors, elle fit une chose qui laissa toute sa famille pantoise. Elle prit son indemnité de licenciement de l'usine, loua un petit entrepôt sur l'avenue de la République, acheta un ensemble d'outils de base et ouvrit son propre atelier. Marine Moteur Diesel, spécialisé en mécanique classique, disait la simple plaque à l'entrée. Et croyez-moi, ce ne fut pas facile. Les premiers mois, les clients qui se présentaient la regardaient avec cette méfiance que Marine connaissait bien. « Où est le mécanicien ?» demandait-il. Et elle répondait, ne toujours polie mais ferme. « C'est moi. En quoi puis-je vous aider ?» Certains repartaient immédiatement, mais d'autres, surtout les propriétaires de tracteurs et de camions anciens qui en avaient assez des garages, qui ne faisaient que changer des pièces au lieu de les réparer, lui donnaient sa chance. Et quand il voyait le 504 utilitaire du voisin ou le Scania de l'ami de campagne refonctionner, après que tout le monde eut abandonné, la nouvelle se répandait. Marine s'était spécialisée dans un domaine très précis, les moteurs diesel anciens. Ceux qui utilisaient encore une pompe d'injection mécanique Bosch au lieu de toute cette injection électronique Common Rail, et pleine de capteurs et de modules que seul le concessionnaire peut toucher. C'étaient des moteurs bruts, directs, honnêtes. On ouvrait le capot et on voyait exactement ce qui se passait. Il n'y avait pas de secret, pas de mystère. Il fallait connaître le fonctionnement, respecter les jeux, comprendre la thermodynamique. Un mardi d'avril, vers le milieu de la matinée, Marine était en train de finir de remplacer les injecteurs d'un Mercedes-Benz 1113 quand elle entendit la sonnette de la porte de l'atelier. Elle s'essuya les mains sur un chiffon déjà plus noir que blanc et alla ouvrir. C'était Madame Marisa. La veuve était différente de la dernière fois que Marine l'avait vue à la messe du 7e jour de Sébastien. Plus maigre, avec ses cernes profondes de quelqu'un qui ne dort pas bien depuis longtemps. Elle tenait une clé suspendue à un porte-clés en cuir usé, de ceux que le temps avait rendus doux et sombres. « Bonjour, Marine, » dit-elle d'une voix un peu tremblante. « Vous travaillez sur les vieux 504 utilitaires ?» Marine sentit un frisson dans sa nuque. Cette intuition que les bons mécaniciens développent avec le temps. « Oui, Madame Marisa, quel est le problème ?» La veuve inspira profondément. « C'est le 504 utilitaire de Sébastien, celui qui est garé là-bas, sur le terrain de la gare routière, depuis 7 ans. »« Ah, je connais, » répondit Marine. « Custom Luxe 89, beige sable. Antoine m'a dit que le moteur avait le bloc fissuré. » Ah, de... Madame Marisa hocha la tête, les yeux commençant à s'humidifier. 3 mécaniciens l'ont confirmé, Marine. 3 professionnels expérimentés ont dit qu'il n'y avait pas de réparation possible, que ça coûterait plus cher à réparer que ce que vaut le véhicule. Et vous voulez que j'y jette un œil? Non. La réponse fut rapide, surprenant, Marine. Je veux vous le vendre pour 5 000 €, 5 000 €. Marine cligna des yeux incrédule. 5 000 € pour un 504 utilitaire Custom Luxe, même avec un moteur prétendument condamné, c'était moins de la moitié de sa valeur Argus. Même en tant que ferraille, la carrosserie et les composants récupérables valaient plus que cela. Madame Marisa, vous êtes sûre? 5 000 €, c'est très peu. La veuve leva la main, l'interrompant. Marine, je veux juste que quelqu'un enlève cette fourgonnette de ce terrain. Cela fait 7 ans que je la regarde chaque fois que je passe devant la gare routière, et chaque fois, ça fait plus mal.
Ce 504 utilitaire était le rêve de Sébastien. Il l'a acheté neuf en 89, avec l'argent d'une moisson exceptionnelle. Il le conduisait avec tant de fierté. Sa voix se brisa. Je ne supporte plus de le voir pourrir là. Marine regarda la clé sur le porte-clés en cuir, regarda les yeux rouges de Madame Marissa, puis regarda ses propres mains tachées de cambouis, une saleté qui ne partait jamais complètement de sous les ongles, peu importe combien elle frottait. 3 mécaniciens ont condamné le moteur, dit Marine, plus à elle-même qu'à la veuve. Bloc fissuré? Tous l'ont confirmé. Je sais. Madame Marissa soupira. C'est pour ça que le prix est si bas. Je veux juste que quelqu'un lui donne une fin digne, même si c'est pour la démonter pour les pièces. Marine resta silencieuse pendant quelques secondes, sentant le poids de cette décision. 5 000 € n'était pas une petite somme, et si le diagnostic était correct, elle aurait acheté un problème coûteux. Mais il y avait quelque chose dans l'histoire de ce 504 utilitaire qui la dérangeait. 3 mécaniciens avaient regardé et confirmé le même problème, sans même démonter complètement le moteur. « Madame Marissa !» dit finalement Marine, prenant la clé des mains de la veuve. « J'accepte, mais à une condition. » La femme âgée écarquilla les yeux. « Laquelle ? » « Et j'arrive à faire fonctionner ce 504 utilitaire à nouveau. Vous me donnez la permission de raconter cette histoire, de montrer à tout le monde qu'il arrive que l'on abandonne trop facilement les choses. » Madame Marissa commença à pleurer là, sur le pas de la porte de l'atelier, mais cette fois, c'était un pleur différent. C'était un pleur de quelqu'un qui avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait que ce véhicule n'était pas seulement du métal et du caoutchouc, c'était de la mémoire, de l'histoire. C'était le rêve d'un homme qui n'était plus là pour le défendre. « Vous pouvez raconter, » dit-elle, serrant la main de Marine avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi fragile. « Racontez à tout le monde. » Et c'est ainsi, mes chers amis, que Marine Dubois acheta une fourgonnette dont la ville entière était sûre qu'elle ne fonctionnerait plus jamais. C'est ainsi qu'elle décida d'enquêter sur ce que 3 mécaniciens expérimentés n'avaient pas voulu faire. Car parfois, voyez-vous, le problème n'est pas dans la machine, il est dans la paresse de celui qui la regarde. Le mardi suivant, très tôt, vers 7 heures du matin, la dépanneuse de Joseph apparut au garage de Marine, traînant ce 504 utilitaire beige sable que la moitié de la ville connaissait de vue. Le dépanneur était un homme grand, avec un ventre proéminent et des bras forts, de ceux qui passent la journée à manipuler des câbles d'acier et des chaînes. Et quand il commença à manœuvrer pour positionner la fourgonnette sur le parvis de l'atelier, la structure métallique de la dépanneuse gémit d'une manière qui serra le cœur de Marine. « 2500 kilos de poids mort, » dit Joseph, essuyant la sueur de son front avec un chiffon rouge qu'il sortit de sa poche. « Ce 504 utilitaire est lourd comme du plomb, Marine, et pourtant, j'ai déjà remorqué des camions Mercedes chargés de céréales qui m'ont donné moins de mal. » La fourgonnette s'arrêta enfin en position, le capot tourné vers la lumière qui entrait par la porte ouverte de l'atelier. Et ce fut là, mes amis, que Marine eut la première vision complète de l'ampleur du défi qui l'attendait. La peinture beige sable d'origine, cette belle couleur que Peugeot utilisait à la fin des années 80, était recouverte d'une épaisse couche de poussière rouge, mélangée à des taches sombres de moisissure. La bâche noire qui couvrait le véhicule avait laissé des marques d'humidité sur toute la carrosserie, et à certains endroits, on pouvait voir de petites bulles de rouille commencer à dévorer la tôle sous la peinture. Les pare-chocs chromés qui brillaient autrefois au soleil étaient ternes et piquetés par la corrosion. Les pneus Pirelli, complètement dégonflés, présentaient de profondes fissures sur les flancs, révélant les toiles de tissu sous le caoutchouc desséché. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Marine, ce fut le capot. Ce capot énorme, carré, typique des fourgonnettes anciennes qui ne se souciaient aucunement de l'aérodynamisme, était couvert de feuilles mortes, de petites branches et même d'un nid d'oiseau abandonné dans le coin droit, près du pare-brise.
7 ans sans que personne n'ouvre ce capot, murmura Marine plus à elle-même. 7 ans à pourrir seul. Joseph descendit de la dépanneuse, rangeant les câbles d'acier avec des gestes expérimentés. Un conseil d'amis, Marine, vendez ce 504 utilitaire à une casse à Clermont-Ferrand. Vous récupérerez les 5 000 € que vous avez payés rien qu'avec les pièces. Le pont arrière seul vaut environ 800 €. La boîte de vitesse doit en valoir 500 autres. Marine le regarda et lui adressa un petit sourire de ceux qui en disent plus que 1000 mots. « Merci du conseil, Joseph, mais je l'ai acheté pour la réparer, pas pour la démonter. » Le dépanneur secoua la tête en riant doucement. « Vous êtes têtue comme une mule, Marine. Antoine, Raymond et même ce mécanicien de Pithiviers ont dit que le bloc est fissuré. 3 professionnels, Marine. 3. Je sais, répondit-elle en saisissant déjà la clé que Madame Marisa lui avait laissée. Mais je veux voir de mes propres yeux. » Quand Joseph partit, Marine resta là, immobile quelques minutes, observant simplement la fourgonnette. Vous savez ce moment où vous êtes devant un défi si grand que pendant une seconde, vous pensez à abandonner avant même de commencer? Eh bien, c'est exactement ce qui lui traversa l'esprit. Mais cela ne dura qu'une seconde, car Marine n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle s'approcha de la porte du conducteur et tira la poignée chromée, rugueuse de rouille. La porte s'ouvrit avec un grincement aigu qui fit aboyer les chiens du voisinage. Et puis, il se passa une chose que Marine n'oublierait jamais. L'odeur qui s'échappa de cette cabine. Mon Dieu, quelle odeur! C'était un mélange de moisis, d'huile brûlée, de rembourrage moisi et de cette odeur caractéristique de métal oxydé qui vous colle au fond du nez. Marine dut littéralement faire 2 pas en arrière, respirant par la bouche, attendant que l'air vicié sorte de la cabine avant de s'approcher à nouveau. L'intérieur du 504 utilitaire racontait une histoire d'abandon. Le siège du conducteur, initialement revêtu de vinyle marron, présentait de profondes déchirures qui laissaient apparaître la mousse jaunie. Le volant en bakélite, ce matériau lourd et durable que Peugeot utilisait à l'époque, présentait des fissures qui irradiaient du centre comme des toiles d'araignée, résultat d'années d'exposition au soleil intense à travers le pare-brise. Le tableau de bord avec ses beaux cadrans ronds, fond noir et chiffres blancs était recouvert d'une couche de poussière si épaisse que Marine dut passer la main pour pouvoir voir les chiffres. Elle monta dans la cabine, sentant le siège s'affaisser sous elle avec un soupir humide et désagréable. La clé entra facilement dans le contact, au moins cela fonctionnait encore. Marine tourna la clé jusqu'à la position de préchauffage et, à sa surprise, le petit voyant orange du tableau de bord s'alluma faiblement, indiquant qu'il restait une charge résiduelle dans la batterie après toutes ces années. Elle attendit les 10 secondes nécessaires au moteur Perkins pour chauffer les bougies, inspira profondément et tourna la clé à fond. Le démarreur Bosch gémit. Ce fut un son douloureux, mes amis, comme le gémissement d'un vieil animal essayant de se lever. Le pignon du démarreur s'engagea, tourna d'un demi-tour, puis s'arrêta complètement. Le voyant du tableau de bord s'éteignit. Silence total. « Batterie morte », dit Marine à voix haute, comme si elle avait besoin de confirmer l'évidence, ou court-circuit dans le système électrique, ou les deux. Elle descendit de la cabine et alla à l'établi chercher une batterie auxiliaire de 75, qu'elle utilisait pour les tests. C'était une batterie lourde, environ 20 kilos de plomb et d'acide, et Marine dut forcer pour la porter jusqu'à l'avant du 504 utilitaire. Elle ouvrit le capot, ce qui demanda tant de force qu'elle pensa que les charnières rouillées allaient casser, et connecta les câbles de démarrage directement aux bornes du démarreur, contournant tout le système électrique du véhicule. Elle remonta dans la cabine, tourna la clé, et cette fois, le démarreur répondit avec plus de vigueur. Le Perkins Q20B fit un tour complet, puis 2, 3, 4 tours avec ce son caractéristique de moteur diesel essayant de démarrer, ce rara que tout mécanicien connaît bien, mais il ne démarra pas. Marine maintint la clé en position pendant 10 secondes supplémentaires, sentant la vibration du démarreur s'efforcer, puis relâcha.
Elle resta assise là, écoutant le silence qui s'ensuivit. Et c'est là qu'elle remarqua quelque chose d'important. Le bruit de l'échappement, ou plutôt son absence. Quand un moteur diesel tourne mais ne démarre pas, on entend l'air être expulsé par l'échappement. C'est un son étouffé, mais présent. Ce pouf 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 de l'air comprimé sortant par le turbo et le silencieux. Mais le Perkins du 504 utilitaire ne faisait presque aucun bruit à l'échappement. C'était comme si le moteur tournait dans le vide et sans rien comprimer. Pas de compression dans les chambres, murmura Marine en descendant de la cabine. Confirmé. Et c'était exactement ce que les trois mécaniciens avaient diagnostiqué. Un moteur sans compression signifie généralement deux choses. Soit les soupapes sont tordues et ne ferment pas correctement, soit le bloc est fissuré et l'air s'échappe par les fissures pendant la phase de compression. La plupart des mécaniciens se seraient arrêtés là, auraient confirmé le diagnostic, auraient donné leur verdict et auraient envoyé la fourgonnette à la casse. Mais Marine, voyez-vous, Marine n'était pas comme la plupart. Elle avait appris à l'école d'ingénieur une chose que beaucoup de gens oublient lorsqu'ils entrent sur le marché du travail. Un diagnostic sans investigation approfondie n'est qu'une supposition éclairée. Elle passa le reste de ce mardi et tout le mercredi à préparer le moteur pour le démontage. Elle commença par vidanger toute l'huile du carter et, lorsqu'elle ouvrit le bouchon de vidange, ce qui en sortit n'était plus de l'huile lubrifiante, mais une pâte noire et épaisse, mélangée à de l'eau de condensation qui sentait le soufre brûlé, près de 5 litres de cette substance dégoûtante que Marine dut recueillir dans des seaux et éliminer de manière appropriée. Ensuite, elle retira les 4 injecteurs Bosch, qui étaient si fermement collés dans les sièges de la culasse qu'elle dut utiliser un outil spécial, appelé extracteur d'injecteurs, frappant avec un marteau en caoutchouc pendant près d'1 heure, jusqu'à ce que chacun cède avec un claquement sec. Elle déconnecta tous les tuyaux du système de refroidissement qui étaient durs comme du béton, tant ils étaient desséchés, et vidangea l'eau du radiateur, qui sortit d'une couleur rouille pure, charriant des flocons de corrosion qui s'étaient détachés des parois internes du bloc. Le jeudi, Marine commença la partie la plus difficile, retirer la culasse. Et croyez-moi, mes amis, c'est une opération qui exige la patience d'un moine bouddhiste. La culasse d'un Perkins Q20B est fixée au bloc par 14 écrous de 3 mm qui, après 7 ans exposés à l'humidité et aux vapeurs de combustion, étaient pratiquement soudés par la rouille. Marine appliqua de l'huile dégrippante WD-40 sur chaque écrou. Elle attendit 15 minutes, appliqua de nouveau, attendit 15 minutes de plus, et ce n'est qu'alors qu'elle commença à essayer de les desserrer en suivant la séquence de serrage correcte, toujours du centre vers les extrémités, en croix, pour ne pas déformer la pièce. Le premier écrou ne bougea pas d'1 millimètre. Marine appliqua plus de force sur la clé à œil, sentant les muscles de son bras se tendre. Rien, plus de force. La clé glissa, râpant ses phalanges contre le côté rugueux du bloc moteur. « Zut !» jura-t-elle, suçant ses doigts écorchés. Elle alla chercher un prolongateur de levier, une pièce de tube en fer d'1 mètre de long qui s'emboîtait sur le manche de la clé pour multiplier la force appliquée. Elle l'emboîta, respira profondément et poussa de tout le poids de son corps. L'écrou gémit, céda d'1 millimètre, puis d'un autre, et finalement tourna librement. « 1 » dit Marine en essuyant la sueur de son front. « Il en reste 13. » Il lui fallut 4 heures pour desserrer tous les écrous. Quand le dernier céda enfin, il commençait déjà à faire nuit dehors, et Marine avait les bras endoloris d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'université, lorsqu'elle passait la journée entière au laboratoire d'usinage. Le vendredi matin, les mains encore endolories de la veille, Marine positionna un cric hydraulique modifié sous la culasse. La pièce pesait 42 kilos de fonte pure et il était impossible de la soulever à bras, sans risquer de la laisser tomber et de casser les guides de soupape. Elle pompa lentement le cric, voyant la culasse commencer à se détacher du joint d'étanchéité qui s'était littéralement collé au bloc après des années d'inactivité. Il y eut un moment de résistance, comme si le moteur ne voulait pas révéler ses secrets. Et puis,
Avec un soupir humide d'air comprimé vicié s'échappant, la culasse se détacha complètement. Marine la souleva avec précaution à l'aide du cric et déposa la lourde pièce sur un établi en bois recouvert de carton. Et là, enfin, elle put voir à l'intérieur des chambres de combustion. Pour la première fois, les soupapes d'admission et d'échappement étaient parfaites. Marine cligna des yeux, incrédule, prit une lampe torche LED de haute puissance et illumina chaque soupape de près. Les tiges étaient droites, sans voile. Les guides en bronze maintenaient toujours le jeu correct. Les sièges usinés dans la culasse, ces anneaux de métal durcis où les soupapes s'appuient pour sceller la chambre pendant la compression, maintenaient toujours l'angle correct de 45 degrés. « Ça n'a pas de sens, murmura-t-elle. Si les soupapes sont bonnes, alors le problème doit être. » Elle s'abaissa jusqu'à avoir les yeux à la hauteur du bloc moteur et dirigea la lampe torche à l'intérieur du cylindre numéro 1. La paroi interne brillait avec cette finition miroir typique des chemises en fonte bien conservée. Cylindre numéro 2. Même chose, parfait. Cylindre numéro 3. Marine s'arrêta. Elle approcha davantage la lampe torche et vit. Il y avait une marque verticale sur la paroi du cylindre. Elle commençait à environ 500 mètres en dessous du point mort haut, cette position la plus élevée que le piston atteint pendant la course, et descendait jusqu'à la moitié de la course, formant une rayure d'environ 800 mètres de long. Elle était profonde, on pouvait la voir clairement, même avec la chambre encore sale de résidus de carbone. Et c'était exactement le genre de marque qui ferait dire à n'importe quel mécanicien « bloc fissuré ». Mais Marine n'était pas convaincue. Elle prit un chiffon propre, l'enroula à l'extrémité d'un long tournevis et nettoya soigneusement la paroi du cylindre, enlevant la couche de carbone accumulée. Puis elle illumina de nouveau, cette fois en passant doucement son doigt sur la marque et elle sentit. Ce n'était pas une fissure. Les fissures sont irrégulières, avec des bords coupants qui s'ouvrent à des angles différents. Ce qu'il y avait là était une rayure, un sillon. Une marque d'usure causée par un frottement mécanique. La surface à l'intérieur du sillon était lisse, polie par le mouvement répétitif de quelque chose de métallique frottant contre la chemise en fonte. Marine s'éloigna du moteur, le cœur battant à tout rompre, car elle venait de découvrir quelque chose que les trois mécaniciens n'avaient pas découvert. Ce n'était pas un bloc fissuré, c'était un problème complètement différent. Et si elle avait raison sur la cause de cette rayure, le moteur du 504 utilitaire non seulement était réparable, mais la réparation était relativement simple et bon marché. Mais pour en avoir la certitude absolue, elle allait devoir démonter le moteur complètement. Elle allait devoir retirer les pistons, enlever le vilebrequin, exposer les entrailles de cette machine que trois professionnels expérimentés avaient condamnée sans même l'ouvrir. Marine regarda l'horloge au mur de l'atelier. Il était presque 18 heures le vendredi soir, tout un week-end devant elle. Elle sourit. Ce sourire de quelqu'un qui vient de trouver un mystère qui vaut la peine d'être résolu. « Eh bien, » dit-elle à voix haute à l'atelier vide, « il semble que je vais avoir de la compagnie ce week-end. » Marine passa tout le samedi à démonter le reste du moteur Perkins. Et quand je dis entier, mes amis, c'est vraiment entier, de 7 heures du matin à 23 heures du soir, avec une pause juste pour manger un sandwich rapide et boire un café déjà froid, car démonter un moteur à 4 cylindres n'est pas un travail pour les pressés. C'est un travail de fourmi, méthodique, organisé, où chaque vis a sa place et chaque pièce doit être étiquetée, sinon ça devient un désordre impossible à gérer lors du remontage. Elle commença par retirer la pompe d'injection Bosch, cette pièce complexe et coûteuse qui est le cerveau de tout moteur diesel mécanique. La pompe était fixée sur le côté du bloc par 4 vis à laine de 8 mm, et quand Marine réussit enfin à la desserrer, après une autre longue séance de dégrippant et de patience, elle déposa la pièce dans un plateau en aluminium tapissé de papier absorbant, notant sur une étiquette « pompe d'injection ». Vérifier le calage au remontage. Ensuite, ce fut le tour du carter d'huile.
cette cuvette en tôle emboutie qui se trouve sous le moteur et sert de réservoir d'huile. 18 vis de 10 mm fixaient le carter au bloc. Et quand Marine retira la dernière et tira la pièce avec précaution, le joint d'étanchéité en liège se défit en morceaux dans ses mains, se transformant en poudre après tant de temps durci. Avec le carter retiré, elle put enfin voir le vilebrequin par le dessous, cette pièce massive en acier forgé, pesant environ 25 kg, qui transforme le mouvement linéaire des pistons en mouvement rotatif pour les roues. Et d'emblée, Marine vit que le vilebrequin était dans un état étonnamment bon. Les manetons, ces parties cylindriques où s'appuient les coussinets, brillaient encore avec la finition d'usinage d'origine. Vint alors la partie la plus laborieuse, retirer les bielles et les pistons. Chaque bielle était fixée au vilebrequin par 2 boulons, avec des écrous de 12 mm qui devaient être desserrés dans une séquence spécifique pour ne pas déformer la pièce. Marine travailla sur le premier ensemble avec une précision chirurgicale, desserrant les boulons progressivement, alternant entre l'un et l'autre, jusqu'à ce que finalement le chapeau de bielle se détache. Elle retira la bielle complète, avec le piston toujours accouplé, tirant l'ensemble vers le haut à travers le cylindre. Et ce fut là, mes amis, quand le piston numéro 1 sortit et qu'elle put l'examiner sous la lumière vive de la lampe LED de l'établi, que Marine eut la confirmation visuelle que sa théorie était correcte. Les 3 segments de piston étaient intacts et en bon état. Le segment racleur d'huile en bas, le segment de compression intermédiaire et le segment de compression supérieure, tous là, intègres, remplissant leur fonction d'étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre. Piston numéro 2, même chose. 3 segments parfaits. Piston numéro 3. Marine s'arrêta, regarda, cligna des yeux. Puis, un large sourire s'épanouit sur son visage. Un de ces sourires de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie sans avoir misé. Le piston numéro 3 n'avait que 2 segments de piston. Le segment de compression supérieure, celui qui se trouve dans la première gorge du piston, et est responsable de l'étanchéité maximale de la combustion, n'était tout simplement pas là. La gorge était vide, avec seulement quelques minuscules fragments de métal coincés au fond. « Je le savais !» Marine faillit crier dans l'atelier vide, effrayant un chat qui dormait sur le rebord de la fenêtre. « Je savais que ce n'était pas une fissure dans le bloc. » Elle prit une pince de précision et commença à retirer les fragments de la gorge, déposant chaque petit morceau dans un plateau blanc pour les examiner ensuite. C'étaient des morceaux d'acier trempés, durs comme du diamant, qui avaient un jour formé un anneau complet, mais qui étaient maintenant brisés en au moins 8 fragments différents. Et l'histoire que ces fragments racontaient était claire comme de l'eau de roche. Le segment de compression s'était cassé pendant le fonctionnement du moteur, probablement par fatigue du matériau ou par une surchauffe ponctuelle qui avait fragilisé la trempe de l'acier. Quand le segment se brisa, les morceaux plus gros furent expulsés par la force de l'explosion et sortirent par l'échappement avec les gaz de combustion. Quelques fragments plus petits restèrent coincés dans le jeu microscopique entre le piston et la paroi du cylindre. Et là, le pire scénario possible se produisit. Ces fragments restèrent coincés là, agissant comme un papier de verre à grains très durs, frottant contre la chemise en fonte, chaque fois que le piston montait et descendait, montée et descente, montée et descente, des milliers de fois par minute, jusqu'à créer ce sillon profond de 8 cm que tous avaient confondu avec une fissure structurelle. Marine retourna au bloc moteur et examina de nouveau le cylindre numéro 3 avec la lampe torche. Maintenant qu'elle savait ce qu'elle cherchait, c'était évident. La rayure commençait exactement là où le segment de compression supérieure entrerait en contact avec la paroi, lorsque le piston était proche du point mort haut et se terminait au milieu de la course, précisément là où la pression du segment diminuait et où les fragments cessaient de frotter avec autant de force. Elle passa de nouveau son doigt sur le sillon, sentant sa profondeur. Elle estima environ 3/10 de millimètre, peut-être 4.
C'était profond, oui, mais ce n'était rien qu'un honnage de rectification ne puisse résoudre. Honner le cylindre signifiait utiliser un outil abrasif spécial, comme une brosse cylindrique avec des pierres d'émery, qui tourne à grande vitesse tout en montant et descendant à l'intérieur du cylindre, enlevant uniformément le matériau de la paroi jusqu'à éliminer les rayures et créer une nouvelle surface miroir. Tout atelier de rectification de moteur, un minimum compétent faisait ce service. Cela coûtait environ 300 à 400 € au maximum. C'était une procédure de routine absolument courante que les mécaniciens faisaient tous les jours. 3 professionnels expérimentés avaient regardé cette rayure et avaient déclaré le moteur en perte totale. 3 hommes avec des décennies d'expérience avaient donné leur verdict sans même démonter le piston pour vérifier l'état des segments. Pourquoi ? Marine connaissait la réponse, et la réponse faisait plus mal qu'elle ne voudrait l'admettre, parce que c'était plus facile, plus rapide, moins laborieux de regarder par l'ouverture de l'injecteur, de voir une marque dans le cylindre, de supposer le pire scénario et d'envoyer le client chercher ailleurs. Point final. Suivant. Elle passa le dimanche à terminer de démonter complètement le moteur. Elle retira les 3 autres pistons, confirmant que seul le numéro 3 avait un problème avec les segments. Ensuite, à l'aide d'un extracteur hydraulique qu'elle avait emprunté à Antoine et que le propriétaire du centre pièces auto lui avait prêté avec l'air de celui qui prête une pelle à quelqu'un pour creuser sa propre tombe, Marine retira le vilebrequin du bloc. L'extracteur était un outil ingénieux. Une vis centrale qui s'appuyait sur le nez du vilebrequin et 2 bras avec des griffes qui s'engageaient derrière les manetons. On serrait la vis centrale lentement et les bras tiraient le vilebrequin hors des paliers de soutien avec une force contrôlée, sans risque d'endommager les coussinets ou de voiler l'arbre. Il fallut près de 2 heures de travail minutieux, mais quand le vilebrequin sortit enfin, Marine déposa ses 25 kilos d'acier forgé sur l'établi avec un soupir de soulagement. Maintenant, elle avait le bloc moteur complètement nu, vide, exposé. Et ce fut là qu'elle fit l'inspection finale, définitive, conclusive. Elle prit un jeu de cale d'épaisseur, ses lames d'acier trempées avec des épaisseurs précises, marquées en centièmes de millimètre, et commença à vérifier chaque centimètre carré du bloc. Elle passa ses mains sur la surface d'appui de la culasse, cherchant des déformations ou des irrégularités. Elle examina les filetages des vis avec une loupe, vérifiant si l'un était endommagé. Elle illumina chaque canal d'eau du système de refroidissement, cherchant des signes de corrosion excessive ou de fissures qui communiqueraient les galeries internes. Rien, absolument rien. Le bloc moteur Perkins Q20B de ce Peugeot 504 utilitaire Custom Luxe de 1989 était intact. Il n'y avait pas une seule fissure, pas de fissure cachée, pas de déformation, pas de dommages structurels d'aucune sorte. Il était parfait, considérant qu'il avait plus de 30 ans d'utilisation et 7 ans d'abandon sous une bâche trouée. Marine s'assit sur le tabouret de l'atelier, regardant toutes ces pièces organisées sur les établis. La culasse ici, le bloc là, les pistons alignés dans un plateau, le vilebrequin reposant sur 2 tréteaux en bois, les bielles suspendues à un support en fil de fer, la pompe d'injection enveloppée de plastique pour ne pas accumuler de poussière. Cela ressemblait à l'autopsie d'un géant mécanique. Et puis, elle commença à rire. Ce n'était pas un rire de pure joie, non. Un rire un peu incrédule, un peu indigné, parce que Madame Marisa avait passé 7 ans à croire que le rêve de son mari décédé était condamné, parce que la fourgonnette avait pourri sous une bâche noire alors qu'elle aurait pu rouler, parce que 3 mécaniciens respectés avaient condamné un moteur qui n'avait besoin que d'un service de rectification de base. Elle prit son téléphone et appela Monsieur Valdemar de Rectification Moteur de France, même si c'était dimanche soir. Le vieil homme répondit au 4e bip, avec cette voix rauque de fumeur qu'il traînait depuis que Marine le connaissait. « Bonjour, Monsieur Valdemar, c'est Marine du garage de l'avenue de la République. »« Marine, quelle surprise, ma petite.
Tout va bien? Il s'est passé quelque chose? Tout va très bien, monsieur Valdemar. Écoutez, j'ai besoin d'un service de honnage de cylindres. Moteur Perkins Q20B, 4 cylindres, mais seul le numéro 3 a un problème. Il y a une rayure d'environ 3/10, environ 8 cm de long. De l'autre côté de la ligne, elle entendit monsieur Valdemar allumer une cigarette et prendre une bouffée pensive. Rayure de 3/10. Laissez-moi voir. Pour retrouver le standard, je devrais honner environ 250 micromètres. Ça va être un peu surdimensionné. Je sais, répondit Marine. Je vais utiliser un piston surdimensionné alors. Mali en fabrique avec 2 5/10 de surcôte pour ce moteur. Parfait. Quand voulez-vous que je le fasse? Lundi matin, si possible, c'est urgent. Monsieur Valdemar rit de l'autre côté. Urgent, Marine? Ce moteur est à l'arrêt depuis combien de temps? 7 ans, admit-elle en riant aussi. Mais maintenant que j'ai commencé, je veux finir vite. Je dois prouver quelque chose. Prouver quoi? Marine regarda le bloc vide sur le tréteau. Qu'il arrive que l'on abandonne trop facilement les choses, monsieur Valdemar. Ah bon? Et de quel moteur parlez-vous là? Du 504 utilitaire de feu Sébastien Fournier, celui qui était garé sur le terrain de la gare routière. Silence de l'autre côté. Le 504 utilitaire, dont Antoine, Raymond et le mécanicien de Pithiviers ont dit qu'il avait le bloc fissuré. Celui-là même, plus de silence. Et il n'en a pas, monsieur Valdemar. Il n'y a pas la moindre fissure. Il n'y en a jamais eu. C'est juste un segment de piston cassé qui a rayé le cylindre. Le vieux mécanicien laissa échapper un léger juron, suivi d'un rire incrédule. Marine, ma petite, vous allez chercher des ennuis avec cette histoire. 3 professionnels ont donné le diagnostic. Mais 3 professionnels ont erré dans le diagnostic, corrigea Marine, gardant sa voix ferme mais polie. Et je vais réparer ce moteur, monsieur Valdemar. Lundi, 8 heures du matin, je vous apporte le bloc. Combien de temps vous faut-il pour faire le service? Il donne 2 heures maximum. Et Marine? Oui? Je vais facturer 300 € pour le honnage, mais je veux être présent quand vous démarrerez ce moteur à nouveau. Ça, je ne le raterai pour rien au monde. Marine sourit. Entendu, monsieur Valdemar. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Quand elle raccrocha le téléphone, elle regarda l'horloge au mur. 22h30, dimanche soir. La ville entière dormait. Et elle était là, au milieu d'un atelier éclairé par des lampes fluorescentes qui bourdonnaient doucement, entourée des entrailles d'un moteur que 3 professionnels avaient déclaré mort. Marine prit un vieux carnet qu'elle utilisait pour noter les devis et commença à faire la liste des pièces dont elle aurait besoin. Jeu de segments de piston Mali avec surcôte de 2, 5/10, joint de culasse, joint de carter, joint spille, jeu complet de coussinet, liquide de refroidissement, huile SAE 15W40, spécifique pour diesel, filtre à huile, filtre à carburant. Cela allait coûter environ 200 € de pièce, plus les 300 € de honnage, soit 500 € pour ressusciter un moteur qui était censé nécessiter 5 000 à 6 000 € de réparation. Et en écrivant, Marine pensait à Madame Marissa. Elle pensait à Sébastien Fournier qui avait acheté ce 504 utilitaire neuf avec l'argent d'une bonne récolte, qui l'avait conduit avec tant de fierté sur les chemins de campagne de la région. Elle pensait à combien d'histoires cette fourgonnette avait vues. Combien de sacs de céréales elle avait transportés, combien de voyages elle avait fait. Et elle pensait qu'à partir de lundi, cette histoire allait continuer, car le 504 utilitaire de Sébastien n'était pas mort. Il ne l'avait jamais été. Il attendait juste quelqu'un qui aurait la patience d'enquêter au-delà de l'évidence. Lundi matin, 7 heures précises, Marine était déjà devant Rectification Moteur de France, avec le bloc moteur Perkins dans la benne de son pick-up Ford F250, emprunté à son beau-frère. Monsieur Valdemar ouvrait le portail du garage, cet homme maigre aux cheveux blancs qui sentait l'huile soluble et la cigarette en permanence. Et quand il vit Marine descendre de la voiture avec cette détermination dans les yeux, il secoua la tête en souriant.
Vous ne plaisantez pas avec le travail, n'est-ce pas, ma petite? Non, monsieur Valdemar, répondit Marine en sortant la rampe en aluminium pour décharger le bloc. Je ne plaisante pas. Les deux portèrent ces 120 kilos de fonte jusqu'à l'intérieur de l'atelier de rectification, où des machines anciennes, mais impeccablement conservées, occupaient chaque recoin du hangar. L'odeur caractéristique de fluide de coupe et de poudre d'émery flottait dans l'air. Cette odeur que tout mécanicien reconnaît comme le parfum du travail bien fait. Monsieur Valdemar positionna le bloc sur l'établi de la rectifieuse, une machine allemande Sunnen des années 70 qui semblait sortie d'un musée, mais qui fonctionnait toujours avec une précision suisse. Il ajusta les guides, sélectionna les bonnes pierres de honnage. Ces petites pierres de carbure de silicium qui feraient le travail délicat d'éliminer la rayure du cylindre et plongea le tout dans l'huile de honnage. Maintenant, il suffit d'être patient, dit-il en actionnant la machine. La broche commença à tourner, monter et descendre à l'intérieur du cylindre numéro 3, avec ce son rythmique et hypnotisant que Marine connaissait bien. Marine resta là à observer, car il y a des choses dans la vie qu'il faut voir se produire, même si cela prend du temps, et voir ce cylindre être récupéré micromètre par micromètre en faisait partie. Une demi-heure plus tard, Monsieur Valdemar arrêta la machine. Il nettoya le cylindre avec un chiffon imbibé d'huile fine et prit un comparateur à cadran, cet instrument de précision qui mesure les dimensions en millièmes de millimètre. Il inséra le comparateur à l'intérieur du cylindre, le fit tourner et mesura à plusieurs points, fronçant les sourcils de concentration. 240 micromètres, annonça-t-il. Encore 10 minutes et nous atteignons les 250 pile poil. Et ils y parvinrent. Quand M. Valdemar éteignit enfin la machine et montra le cylindre à Marine sous la lumière vive de la lampe, c'était une œuvre d'art. La surface interne brillait d'une finition miroir parfaite, avec ce motif de rayures croisées à 45 degrés que les pierres de honnage laissent et qui sont essentielles pour retenir le film d'huile lubrifiante. La rayure avait complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. « Parfait », murmura Marine, passant doucement son doigt à l'intérieur du cylindre. « Absolument parfait. »« 300 €, dit M. Valdemar en allumant une autre cigarette. « Et vous pouvez m'appeler quand vous ferez le démarrage. Je veux voir la tête d'Antoine quand il découvrira que ce 504 utilitaire fonctionne. » Marine paya en espèces, rangea le bloc dans la benne, doublée de vieilles couvertures pour ne pas le rayer pendant le transport, et se rendit directement au centre pièces auto, car venait maintenant la partie que tout mécanicien connaît bien. La quête des pièces. Quand elle entra dans le magasin, Antoine était derrière le comptoir, vérifiant une facture. Il leva les yeux, vit Marine, et un large sourire s'épanouit sur son visage rond. « Marine, j'ai entendu dire que vous aviez acheté le 504 utilitaire de Sébastien. C'est vrai ?»« C'est vrai, Antoine, » répondit-elle, sortant la liste des pièces de sa poche. « Et je suis venu chercher des choses pour le moteur. » Le sourire d'Antoine vacilla un peu. « Pour le moteur, Marine? Ce moteur a le bloc fissuré. »« Non, Antoine !» Marine posa la liste sur le comptoir. « Il ne l'a jamais eu. C'était juste un segment de piston cassé. J'ai déjà apporté le bloc à la rectification. Monsieur Valdemar a honné le cylindre numéro 3. Et maintenant, j'ai besoin de ces pièces-là pour le remonter. » Le propriétaire du centre pièces auto prit la liste et la lut à voix haute, le front plissé. Jeu de segments Mali avec surcôte de 2, 5. Joint de culasse, joint de carter, coussinet de bielle et de palier. Il arrêta de lire et regarda Marine. « Vous êtes sérieuse ? Antoine, quand vous avez regardé ce moteur, avez-vous démonté le piston ?» Silence. L'homme se gratta la tête, mal à l'aise. « Non, j'ai regardé par l'ouverture de l'injecteur. J'ai vu cette marque dans le cylindre, et j'ai supposé que c'était une fissure dans le bloc. » Marine compléta sans hostilité dans la voix, se contentant de constater un fait. Raymond a fait la même chose, le mécanicien de Pithiviers aussi. Personne ne s'est donné la peine de démonter pour bien investiguer.
Antoine devint rouge, ouvrit la bouche pour parler, la referma, puis inspira profondément. « Marine, j'ai 30 ans d'expérience quand je vois une marque comme celle-là dans un cylindre. » « Vous supposez le pire scénario possible parce que c'est plus rapide, » dit Marine, gardant un ton calme mais ferme. « Et je ne vous condamne pas, Antoine. Vous êtes des professionnels occupés, il y a 10 voitures qui attendent. On n'a pas le temps de passer une semaine à démonter un moteur entier juste pour confirmer un diagnostic. Je comprends. » Mais Marine sourit. « Mais j'ai acheté ce 504 utilitaire justement parce que je voulais prouver que parfois ça vaut la peine d'aller plus loin. Et maintenant, j'ai besoin de ces pièces. Vous les avez ou je devrais aller les chercher à Clermont-Ferrand. » Antoine regarda de nouveau la liste, inspira profondément, puis commença à rire. Un rire un peu gêné, un peu impressionné. « J'ai tout ici. Et vous savez quoi? Quand vous démarrerez ce moteur, je veux être là pour le voir. » « Entendu, » dit Marine en lui tendant la main. « Et Antoine, sans rancune, d'accord, on apprend en faisant des erreurs. » L'homme lui serra la main fermement. « Sans rancune, mais vous devrez m'enseigner comment vous avez eu la patience de démonter tout ça. »« L'école d'ingénieur, » répondit Marine en clignant de l'œil. « Là-bas, on apprend que la hâte est l'ennemi de la précision. » Elle sortit du centre pièces auto avec 2 sacs pleins de pièces neuves, la bonne odeur de caoutchouc vulcanisé et de carton que tout mécanicien adore. Et elle se rendit directement à l'atelier, car maintenant commençait la partie qu'elle préférait, le remontage. Remonter un moteur est complètement différent de le démonter. Lors du démontage, vous enquêtez, vous cherchez des problèmes, vous découvrez des secrets. Lors du remontage, vous construisez, vous créez, vous donnez vie. Chaque vis que vous serrez est une promesse que cela fonctionnera. Chaque joint que vous installez est un saut de confiance. Marine commença par les bases, nettoyage complet de toutes les pièces. Le bloc fut lavé avec un détergent industriel dilué dans de l'eau chaude, puis rincé et séché à l'air comprimé dans chaque canal, chaque filetage, chaque recoin. Le vilebrequin fut nettoyé au gazole et brossé avec une brosse en nylon souple qui ne rayait pas le métal. Les bielles furent inspectées une par une, vérifiant si les chapeaux étaient correctement numérotés. Tout le mardi fut ainsi. Nettoyage, inspection, organisation. Marine sépara chaque ensemble de pièces dans des plateaux différents, étiqueta tout de nouveau. Vérifia les couples de serrage recommandés par le manuel de service qu'elle avait téléchargé d'Internet. Le mercredi commença le montage proprement dit. Elle installa d'abord les nouveaux coussinets dans les paliers de soutien du bloc, ces demi-lunes de métal doux qui servent de coussin entre le vilebrequin et le bloc. Elle appliqua une fine couche d'huile de montage spéciale, cette huile épaisse qui collait au métal et garantissait une lubrification initiale lorsque le moteur serait démarré pour la première fois. Ensuite, à l'aide d'un cric hydraulique, car il était impossible de le faire seul, elle positionna le vilebrequin dans les paliers, 25 kilos d'acier forgé, s'ajustant parfaitement dans les berceaux en fonte, tournant librement lorsqu'elle testa manuellement, doux comme du beurre. Elle installa les chapeaux de palier, suivant la séquence de serrage correcte en croix, utilisant une clé dynamométrique calibrée pour garantir exactement 16 kilos force sur chaque vis. Car dans un moteur, serrer trop est aussi mauvais que serrer pas assez. Le jeudi fut le jour des pistons. Et ici, mes amis, Marine dut effectuer un travail délicat, installer les nouveaux segments. Elle prit le jeu Mali avec la bonne surcôte, ouvrit délicatement l'emballage plastique et commença par le piston numéro 1, le segment racleur d'huile dans la gorge inférieure, d'abord cet anneau en 3 pièces, avec le ressort expansif qui presse les lamelles contre la paroi du cylindre. Puis, le segment de compression intermédiaire, en prenant soin de ne pas trop forcer, sinon il cassait. Et enfin, le segment de compression supérieure, celui qui avait manqué au piston numéro 3 et avait causé tout le problème. Quand les 4 pistons furent terminés, elle appliqua davantage d'huile de montage sur les parois des cylindres et commença à insérer chaque ensemble bielle-piston par le haut du bloc. Elle utilisa un outil appelé collerette de compression de segments, qui comprime les segments contre le piston pour qu'ils passent dans le diamètre du cylindre, sans casser aucun segment.
Elle poussa doucement, sentant le piston glisser à l'intérieur comme un gant. Elle connecta la bielle au maneton du vilebrequin en bas, installa le nouveau coussinet, mit le chapeau, serra les vis au couple correct. 8 kilos à force. 1 piston, 2 pistons, 3 pistons, 4 pistons. Quand elle eut terminé, Marine fit tourner le vilebrequin manuellement avec une clé à molette, sentant la résistance douce et uniforme de la compression. Tous les cylindres comprimaient correctement, sans jeux anormaux, sans bruits étranges. Parfait. Le vendredi fut le jour de la fermeture du moteur. Elle installa le nouveau joint de culasse, ce joint épais en métal revêtu de caoutchouc qui assure l'étanchéité entre le bloc et la culasse. Elle positionna la culasse avec précaution, alignant les trous des vis. Puis, elle commença le processus inverse du démontage, serrer les 14 écrous dans une séquence spécifique du centre vers les extrémités en 3 étapes de couple. D'abord 5 kg force sur tous, puis 10 et enfin 15 kg force. Elle installa la pompe d'injection en faisant attention au calage, connecta les conduites haute pression aux injecteurs, monta le carter avec le nouveau joint, compléta le système de refroidissement avec du nouveau liquide de couleur vert fluorescent, remplit le carter d'huile SAE 15W40 semi-synthétique spécifique pour diesel. 5 litres qu'elle versa lentement par l'orifice de remplissage. Samedi matin, Marine installa le moteur dans le 504 utilitaire. Ce fut un travail acharné, utilisant un palan à chaîne suspendu au plafond de l'atelier, alignant les cils en blocs de support, connectant la transmission. Cela prit toute la journée, et le dimanche, enfin, elle connecta la nouvelle batterie qu'elle avait achetée, vérifia tous les systèmes, s'assura qu'il n'y avait pas de fuite d'huile ou d'eau, puis resta là, immobile, devant la fourgonnette, regardant cette clé suspendue au porte-clés en cuir usé de feu Sébastien. Il était 17 heures. La lumière orangée du soleil entrait par la porte de l'atelier et Marine savait que c'était le moment. Elle monta dans la cabine, sentit le siège s'affaisser sous elle, maintenant propre et sans moisissure. L'odeur d'huile neuve et de métal propre avait remplacé l'odeur d'abandon. Elle inséra la clé dans le contact, inspira profondément, tourna jusqu'à la position de préchauffage. Le voyant orange s'alluma au tableau de bord. 10 secondes d'attente, comme le manuel l'exige. Et puis elle tourna la clé à fond. Le démarreur chanta. Le Perkins Q20B fit un tour, 2 tours, 3 tours, et au 4e tour, il démarra. Le grondement vint grave, profond, puissant. Ce son caractéristique d'un moteur Perkins bien réglé, sans fumée noire à l'échappement, sans trépidation, sans hésitation. C'était un grondement qui disait « Je suis vivant, j'ai toujours été vivant, c'est vous qui n'avez pas voulu voir ». Marine tint le volant des 2 mains, sentant la douce vibration monter le long de ses bras, et commença à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs de tristesse, non, mes amis. C'était ce pleur de soulagement mêlé de victoire, ce pleur qui vient quand on mise tout sur quelque chose et que ça réussit. Elle laissa le moteur tourner au ralenti pendant quelques minutes, observant les aiguilles du tableau de bord. La température de l'eau montait lentement et s'arrêtait exactement là où elle devait s'arrêter, environ 80 degrés. La pression d'huile affichait fermement 60 livres par pouce carré. L'alternateur chargeait la batterie correctement, 14 V. Tout fonctionnait comme si le 504 utilitaire était sorti du concessionnaire la veille et non d'un terrain vague après 7 ans d'abandon. Elle accéléra un peu, entendant le Perkins répondre avec cette autorité que seul un moteur diesel, 4 cylindres possède. 2000 tours par minute, 2500, 3000. Puis elle relâcha l'accélérateur, laissant le moteur revenir au ralenti, ronronnant, satisfait. C'est alors que Marine remarqua qu'il y avait des gens à la porte de l'atelier. C'était Joseph le dépanneur, Monsieur Valdemar de l'atelier de rectification, le jeune homme de l'atelier de carrosserie du coin et Madame Thérèse de la boulangerie d'en face, ainsi que 5 ou 6 autres personnes qui s'étaient arrêtées sur le trottoir en entendant ce grondement de moteur diesel que personne n'avait entendu sortir de ce véhicule spécifique depuis 7 ans. Marine coupa le moteur, descendit de la cabine et fut accueillie par des applaudissements.
Des applaudissements sincères de ceux qui vous font sentir vus et valorisés. Vous avez réussi, dit M. Valdemar, les yeux brillants. Cette jeune femme intrépide a vraiment réussi. Je le savais. Joseph lui tapait dans le dos. Je savais que vous alliez prouver que tout le monde se trompait. Puis, un pick-up blanc s'arrêta devant l'atelier. C'était Antoine du centre pièces auto. Il descendit avec cet air incrédule, s'approcha du 504 utilitaire, posa la main sur le capot encore chaud du moteur et secoua lentement la tête. « Redémarrez-le » demanda-t-il. « J'ai besoin d'entendre. » Marine remonta dans la cabine, tourna la clé et le Perkins démarra au deuxième tour. Un grondement grave, constant, parfait. Antoine resta là, écoutant, puis se dirigea vers l'arrière de la fourgonnette pour voir l'échappement. Pas de fumée noire, pas d'huile brûlée, juste cette chaleur transparente de gaz de combustion propre. « Comment ?» demanda-t-il, quand Marine coupa de nouveau le moteur. « Comment avez-vous fait ?» J'ai démonté le moteur entier, Antoine, pièce par pièce, et j'ai trouvé ça. Marine alla à l'établi et prit le plateau avec les fragments du segment de piston cassé. Le segment de compression du troisième piston s'était rompu. Les morceaux sont restés coincés entre le piston et la paroi du cylindre, créant cette rayure que vous avez vue. Antoine prit le plateau, examina les fragments, et le bloc était intact tout le temps. Il n'y a jamais eu de fissure. C'était juste un problème de segment cassé. Monsieur Valdemar a honné le cylindre numéro 3. J'ai installé un piston avec un segment surdimensionné, et voilà. Moteur comme neuf. Le propriétaire du centre pièces auto resta silencieux un long moment. Puis, il regarda Marine avec une expression qui mêlait admiration et une sorte de honte. « J'aurais dû démonter pour vérifier. »« C'est vrai. » acquiesça Marine, sans malice dans la voix. « Mais je comprends, Antoine. Vous avez 10 voitures en attente. On n'a pas le temps de passer une semaine à investiguer chaque moteur. Mais le problème, c'est que cette hâte, cette tendance à supposer le pire scénario possible sans bien investiguer, condamne parfois des choses qui auraient pu être sauvées. » Antoine inspira profondément. « Vous avez raison, et je vais changer ça. » Il lui tendit la main. « Merci pour la leçon, Marine. Vraiment. » Elle lui serra la main, sentant la poigne ferme de quelqu'un qui reconnaît une erreur et est prêt à en tirer les leçons. Et ce fut exactement à ce moment qu'un taxi s'arrêta devant l'atelier et que Madame Marisa en descendit. La veuve était venue en courant quand la voisine avait appelé, disant que le 504 utilitaire de Sébastien fonctionnait dans l'atelier de Marine. Elle traversa la petite foule qui s'était formée sur le trottoir, passa tout le monde et s'arrêta devant la fourgonnette beige sable. Ses mains tremblaient quand elle toucha le capot. Ses yeux se remplirent de larmes quand elle vit l'intérieur propre, le tableau de bord sans poussière, le volant sans fissure. Marine avait tout restauré pendant la semaine. « Elle fonctionne ?» demanda Madame Marisa, la voix étranglée. « Elle fonctionne !» répondit Marine, lui tendant la clé. « Vous voulez la démarrer ?» La veuve prit ce porte-clés en cuir usé avec une déférence presque religieuse. Elle monta dans la cabine et Marine remarqua qu'elle dut faire un effort, car ses jambes étaient faibles d'émotion. Elle inséra la clé dans le contact, les mains tremblant tant qu'elle rata le trou 2 fois. À la 3e tentative, elle réussit. Elle tourna. Le Perkins démarra immédiatement comme s'il reconnaissait sa propriétaire. Et Madame Marisa s'effondra. Elle tint le volant que son mari avait tenu pendant tant d'années et pleura. Elle pleura fort, sans se soucier de qui la regardait, sans honte, sans retenue. C'était le pleur de quelqu'un qui avait passé 7 ans à croire que le dernier morceau tangible du rêve de son mari était mort et découvrait maintenant qu'il ne l'avait jamais été. Marine s'approcha de la fenêtre du conducteur, posa sa main sur l'épaule de la femme âgée. « Madame Marisa, vous voulez faire un tour? Tester comment elle roule ?» La veuve essuya ses larmes du revers de la main, renifla et sourit. Ce sourire mouillé mais sincère de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie sans avoir acheté de billets. « Je veux bien, mais vous venez avec moi. Vous devez voir ce que vous avez fait. » Marine fit le tour et monta du côté passager. Le siège était dur, mais confortable.
La cabine sentait l'huile neuve et la propreté. Madame Marissa engagea la première vitesse. Le levier de vitesse entra avec un clonk métallique satisfaisant. Elle relâcha lentement l'embrayage et le 504 utilitaire commença à bouger. Ils descendirent l'avenue de la République doucement. En deuxième vitesse, le Perkins ronronnant de contentement. Quelques personnes sur le trottoir reconnaissaient la fourgonnette et la regardaient, incrédules. « C'est le 504 utilitaire de Sébastien !» cria une femme à son mari. « Regarde, elle roule !» Madame Marisa conduisait, les larmes coulant sur son visage, mais avec un sourire qui ne la quittait pas. Elle tourna à gauche, dans la rue du 11 novembre. Passa par la place centrale, où Sébastien avait l'habitude de se garer le samedi matin pour prendre un café avec ses amis. Puis elle se dirigea vers le terrain vague, à côté de la gare routière. Elle arrêta le 504 utilitaire, exactement là où il était resté garé pendant 7 ans. Elle coupa le moteur et resta assise là, les mains toujours sur le volant, regardant ce morceau de terre où la fourgonnette avait pourri. « Vous savez ce que Sébastien disait ?» dit Madame Marisa, la voix encore tremblante, mais ferme. Il disait que le 504 utilitaire était la conquête la plus importante de sa vie, plus importante que la ferme, plus importante que la maison, parce que la ferme, il l'avait héritée de son père. La maison, nous l'avions construite ensemble, mais le 504 utilitaire, il l'avait acheté avec son propre labeur, avec l'argent d'une récolte qu'il avait planifiée seul, ou qu'il avait soignée plante par plante. Marine écoutait en silence, laissant la femme parler. Quand il est mort, si subitement, j'étais perdu. Et quand 3 mécaniciens m'ont dit que la fourgonnette n'avait pas de réparation, j'ai accepté comme si c'était, je ne sais pas, comme si c'était le destin qui disait que ce chapitre était vraiment terminé. Elle se tourna vers Marine. « Mais vous n'avez pas accepté, vous avez investigué, vous avez été au fond des choses, vous avez sauvé son rêve. » « J'ai juste fait mon travail, Madame Marissa. »« Non. » La veuve secoua la tête avec fermeté. « Vous avez fait plus que votre travail. Vous avez refusé d'abandonner quelque chose que tout le monde avait abandonné. Et je veux que vous le gardiez. » Marine cligna des yeux, ne comprenant pas. « Comment ça ? Je veux que le 504 utilitaire soit à vous, Marine. Je ne veux pas les 5 000 € en retour. Je veux que vous le gardiez en cadeau parce que vous le méritez. » Madame Marisa, je ne peux pas accepter. « Si, vous le pouvez. » La femme âgée serra la main de Marine avec une force surprenante. « Vous avez rendu sa dignité au rêve de mon mari. Vous avez prouvé qu'il n'avait pas acheté une cochonnerie qui allait finir à la casse. Vous avez honoré sa mémoire d'une manière que je n'aurais jamais pu. Alors, s'il vous plaît, acceptez et utilisez ce véhicule. Faites-le rouler, faites-le vivre. » Marine sentit un nœud dans la gorge. Elle regarda ce tableau de bord au cadran rond, ce volant en bakélite, cette robuste boîte de vitesse, puis regarda de nouveau Madame Marisa. « J'accepte, mais à une condition. » « Laquelle ? Chaque mois de novembre, à l'anniversaire de Monsieur Sébastien, je viendrai vous chercher et nous ferons un tour en ville avec le 504 utilitaire pour maintenir sa mémoire vivante. » Madame Marissa recommença à pleurer, mais cette fois ce n'étaient que des larmes de pure joie. Entendu. Elles retournèrent à l'atelier, roulant lentement, savourant chaque mètre, chaque virage, chaque changement de vitesse. Et quand elles arrivèrent, il y avait encore plus de monde. Raymond était apparu, le mécanicien de camion, qui avait également donné le mauvais diagnostic. Il conversait avec Antoine et Monsieur Valdemar, tous trois avec cette posture de ceux qui ont une conversation sérieuse. Quand ils virent Marine descendre du 504 utilitaire, les trois s'approchèrent ensemble. « Marine !» dit Raymond retirant son vieux béret d'un geste de respect. « Nous étions ici à discuter et nous sommes arrivés à une conclusion. Nous avons été paresseux. Nous avons vu une marque dans un cylindre et avons supposé le pire sans investiguer. Et ce n'était pas juste envers Madame Marissa. Ce n'était pas juste envers la mémoire de Sébastien et, surtout, ce n'était pas digne de notre profession. » Antoine continua.
Et nous voulions vous remercier de nous avoir rappelé que le travail de mécanicien ne consiste pas seulement à changer des pièces, mais à investiguer, à comprendre, à aller au fond des choses jusqu'à trouver la vérité. Monsieur Valdemar, le plus âgé des trois, fit un pas en avant. Et je voulais vous faire une proposition, Marine. Que diriez-vous de donner un cours aux mécaniciens de la ville? Enseigner cette approche d'investigation profonde, de ne rien supposer sans vérifier? Parce que nous avons besoin d'apprendre ça, et vous êtes la bonne personne pour enseigner. Marine regarda les trois hommes, chacun avec des décennies d'expérience. Elle regarda Madame Marisa qui souriait, les yeux encore rouges. Elle regarda le 504 utilitaire beige sable, qui était maintenant le sien, ronronnant là, satisfait devant l'atelier. Puis, elle regarda ses propres mains tachées de cambouis, qui ne partaient jamais complètement dessous ses ongles. « J'accepte de donner le cours, dit-elle, mais pas seulement pour les hommes. Je veux qu'il soit ouvert à toute personne qui veut apprendre, femme, jeune, quiconque a un intérêt sincère à comprendre comment les choses fonctionnent. » Les trois hommes échangèrent des regards et acquiescèrent. « Entendu, » dit Raymond. Et c'est ainsi, mes chers amis, que Marine Dubois non seulement sauva un Peugeot 504 utilitaire Custom Luxe de 1989 que trois mécaniciens avaient condamné, mais changea aussi quelque chose dans la ville de Montargis. Elle changea la façon dont certains professionnels regardèrent les problèmes. Elle changea la façon dont Madame Marisa voyait la mémoire de son mari et surtout prouva une chose très simple mais très importante. Parfois, le problème n'est pas dans la machine, il est dans la paresse de celui qui la regarde. Et quand on a le courage d'aller au fond des choses, de démonter pièce par pièce, d'investiguer au-delà de l'évidence, on découvre que beaucoup de choses qui semblaient mortes attendaient juste quelqu'un qui n'abandonnerait pas facilement. Le 504 utilitaire de Sébastien n'a jamais eu de bloc fissuré, n'a jamais été un cas désespéré, c'était juste un véhicule qui attendait quelqu'un comme Marine, quelqu'un qui respecterait l'histoire qu'il portait et aurait la patience de découvrir la vérité. Et chaque fois que Marine démarre ce Perkins Q20B et entend ce grondement grave et honnête, elle se souvient: n'abandonnez jamais quelque chose avant d'avoir investigué complètement, car parfois, mes amis, la différence entre la fin et le nouveau départ n'est qu'une personne prête à se salir les mains et à faire le travail que personne n'a voulu faire. Eh oui.